Tout de suite, mesdames et messieurs, pour poser les grandes problématiques, approfondir un petit peu les questions posées par Grégoire Xinstille, j'appelle Alexandre Lebrun de Facebook EA Research et cofondateur de Witay de bien venir nous rejoindre pour poser les grandes questions. Bonjour, heureux de vous accueillir. Prenez place. Voilà. Bon, merci beaucoup de participer avec nous. On attend beaucoup de votre intervention. On s'est donné ici une petite règle aujourd'hui. Je demanderai à tous les intervenants en introduction pour qu'on soit à peu près calé sur des choix sémantiques partagés. C'est quoi pour vous l'intelligence artificielle ? On va voir certainement qu'en fonction des intervenants, la définition n'est pas toujours la même. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc, pour moi, comme Grégoire vient de le dire, l'IA est un objectif, en fait, est un ensemble de problèmes qu'on cherche à résoudre. Et c'est en particulier le problème assez général de faire à une machine une tâche typiquement humaine. Donc comprendre ce qu'on voit, comprendre ce qu'on entend, faire un plan, développer une stratégie, c'est, si on essaie de faire ça à une machine, c'est de l'intelligence artificielle. Et comme Grégoire l'a dit aussi, on a souvent un peu un malentendu entre IA et machine learning, qui sont deux choses complètement, d'un point de vue sémantique, différentes, puisque le machine learning, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour essayer d'implémenter l'IA. Il se trouve que c'est celui qui, aujourd'hui, en 2017, fonctionne beaucoup mieux que tous les autres. Donc, alors je me suis permis de venir avec vous avez raison. mes images, au contraire, ouais. Parce que ça m'énerve. Juste pour que tout le monde comprenne bien, si vous êtes là, d'abord vous êtes un expert reconnu, mais ça fait des quinzaines d'années que vous êtes dans cet univers-là, en ayant créé des sociétés, etc. Quelques éléments sur votre parcours pour bien comprendre la façon dont votre expertise s'est constituée. Oui, alors effectivement, ça fait une quinzaine d'années que j'essaie de rendre les machines très bêtes un peu moins bêtes. On commence à y arriver un tout petit peu. Donc j'ai créé plusieurs startups dans le domaine. Aux États-Unis et en France ? D'abord en France, en 2002, une startup qui s'appelait Virtuose, qui fait des chatbots de service client, donc assez tôt. Nous sommes partis en 2008 pour continuer à développer cette entreprise aux États-Unis. Nous l'avons vendue aux US en 2012. Et suite à ça, j'ai créé une seconde entreprise dans le même domaine qui, elle, a été rachetée par Facebook il y a 3 ans. D'accord. Est-ce qu'on peut être acteur pure player français-européen ou est-ce que nécessairement il faut passer par les États-Unis ? Je pense que de plus en plus, on peut être européen. On ne peut pas éviter... On peut être virtuellement, conceptuellement ou pratiquement ? De plus en plus, on peut l'être. On peut être presque virtuel aux US, je pense. On peut faire les choses sans y être vraiment. Ouais. Il y a pas mal de problèmes en ce moment. C'est difficile aux US. Donc on peut envisager de rester centré sur l'Europe, ce qui était il y a encore 5 ou 10 ans complètement, quand j'ai développé la première startup, absolument hors de question. Alors, je vous laisse commenter les éléments sur lesquels vous... Voilà, donc juste l'apprentissage machine, je me permets de prendre 2 minutes pour rappeler ce que c'est. En fait, si vous voulez qu'un ordinateur fasse quelque chose pour vous, vous avez 2 manières de l'obtenir. La programmation traditionnelle, c'est donner des instructions précises à l'ordinateur. Donc si vous voulez convertir des températures Fahrenheit vers Celsius, problème bien connu des Français qui vont aux US, vous allez dire à l'ordinateur, prends la température en Fahrenheit, enlève 32, multiplie par 5/9 et retourne-moi le résultat. Voilà. Ça, c'est la programmation. C'est rapide, c'est fait en quelques millièmes de seconde. C'est simple, c'est compilé, c'est exécuté aveuglément par le processeur dans votre téléphone ou votre ordinateur. Mais en fait, on peut faire la même chose avec de l'apprentissage machine, avec du machine learning. Et là, c'est radicalement différent. Vous avez une boîte noire et vous allez fournir non pas l'instruction précise, donc la formule, mais des exemples. En disant à votre boîte noire, quand l'entrée est 49 degrés Fahrenheit, la sortie devrait être 9,44 degrés Celsius. Quand l'entrée est 12 degrés Fahrenheit, la sortie devrait être moins 11 degrés Celsius, etc. Une fois que vous avez fourni suffisamment d'exemples, la boîte noire est capable de deviner la sortie en Celsius pour des nouvelles entrées en Fahrenheit. Donc elle va faire la même chose que votre formule en programmation traditionnelle, mais à partir d'éléments complètement différents. Donc ça, c'est l'apprentissage machine. Une autre manière d'obtenir ce que vous voulez par ordinateur. Si vous voulez convertir des degrés,
ce serait la folie de faire de l'apprentissage machine, puisqu'on connaît la formule, ça prend une ligne, c'est précis, voilà, donc utilisons ça. Par contre, il y a toute une classe de problèmes, comme par exemple reconnaître des objets sur une image, qui sont impossibles à exprimer par des formules ou des règles. Si je vous dis pourquoi un chien, pourquoi vous voyez bien qu'il y a un chien sur cette photo, si je vous demande pourquoi, vous aurez beaucoup de mal à me dire exactement une formule mathématique qui dit c'est un chien. Est-ce qu'il y a 4 pieds, ça ressemble à un pelage, on sent que c'est un chien. Mais on ne peut pas dire pourquoi. C'est exactement ce type de problème que l'apprentissage machine résout bien, puisque c'est très facile de prendre 1000 images et de lui dire là il y a un chien, là il n'y en a pas, donc de fabriquer ces exemples, plutôt que d'essayer de déterminer une formule. Donc voilà pourquoi l'apprentissage machine, depuis 4-5 ans, a permis de finalement faire décoller l'IA dont on parlait depuis si longtemps sans réussir à avoir des bons résultats. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'on est vraiment en embryon, dans une ère 0 finalement, ou 1 d'une histoire qui est en train de s'écrire et qui va s'écrire de plus en plus vite. Aujourd'hui, quels sont les grands domaines dans lesquels ça se développe rapidement? Vous venez de montrer que sur l'image, finalement, c'est assez simple, puisqu'il suffit de compléter cet nombre d'images identiques pour que la machine intègre ces données et après les restitue de façon intelligente. Donc, quels sont Ah ben voilà, la réponse apparaît. Donc, j'arrête ma question et je vous laisse. Oui, alors on a... Ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avant même que j'ai terminé la question, vous avez identifié les Et en les plus, éléments de ça a réponse. généré des slides pour moi en temps réel. Bon, ben, très bien, je vous laisse alors. Et puis... donc sur 4, rapidement, à l'état de l'art, sur 4 domaines de travail en ce moment, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne sait pas faire, où on en est à peu près. Donc d'abord, la perception, l'époque à laquelle on ouvrait le champagne quand ça reconnaissait un chien sur une photo est lointaine maintenant. Mais pour vous montrer à quelle vitesse on a progressé ces dernières années, il y a 5 ans, on savait dire avec une photo comme ça, il y a une personne dessus. 3 ans plus tard, en 2015, donc avec le progrès de l'apprentissage profond, du deep learning, on arrivait à trouver plusieurs objets et à donner une indication approximative de leur positionnement sur la photo. Et 2 ans plus tard, donc cette année, on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus fin. On reconnaît même le verre à vin dans le fond. On reconnaît des petits objets. Et on a également l'estimation de la pose, c'est-à-dire la direction principale des corps, ce qui est utile pour pas mal d'applications. Donc vous voyez, en 5 ans, la vision qu'a un ordinateur a évolué extrêmement rapidement. En termes de compréhension, on donne en entrée une photo au modèle, à l'IA, et le but de l'IA est de générer du texte en anglais, en français, etc., qui va décrire le contenu de cette photo. Donc voilà 2 exemples du texte qui est généré. Un homme fait du surf sur les vagues. Par exemple, le texte qui est généré sur la girafe, là, il est à partir de quoi? De quel type de base de données, de quel type d'expérience pour arriver à un texte simple, mais finalement très, très vrai, quoi. Donc apprentissage supervisé, ce que j'ai montré. Donc en fait, on a pris des gens, des pauvres gens. Et ça, c'est du 100%. Et on leur a donné des milliers de photos, on leur a dit décrivez ce que vous voyez sur cette photo. Donc ce sont des datasets publics qui sont partagés entre les chercheurs. Et donc on a des dizaines de milliers de photos qui sont annotées comme ça. Et il y a des concours, les chercheurs en IA sont très excités par les concours, où vous devez générer les meilleurs textes possibles. Donc on compare le texte généré par votre IA avec le texte généré par les humains. Et on arrive à des précisions assez élevées. D'accord, donc on peut imaginer que les prochains magazines de citoyens d'entrepreneurs soient faits uniquement de cette façon-là, sans concours humain. Décrire une image ne suffit pas, mais ça, par exemple, c'est utilisé en production chez Facebook pour les personnes malvoyantes. Donc, quand elles ont des photos partagées avec elles dans leur fil, on va pouvoir quand même leur lire le contenu de la photo, leur décrire le contenu de la photo. Donc c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc c'est déjà utilisé. On fait aussi la compression de texte. Alors là, on fait faire des choses sympathiques. On fait lire tout Wikipédia à l'IA. Ça prend quelques minutes. Et ensuite, on pose des questions comme combien d'habitants de Varsovie parlaient polonais en 1933 ? En fait, vous pouvez répondre avec cette question en combinant plusieurs articles de Wikipédia. Mais c'est pas facile. Et on espère que l'IA, dans certains cas ça marche, là ça marchait, réponde 833 500 personnes. Donc voilà, là on va essayer de comprendre le contenu d'un texte. Les applications de ce genre de choses, dans la vie courante, c'est peut-être dans quelques mois, quelques années. Par exemple, vous avez un contrat d'assurance de 200 pages,
et vous voulez juste savoir si vous êtes assuré oui ou non contre les accidents de ski, vous allez nourrir votre contrat d'assurance et poser ce genre de questions. En prédiction, donc on essaie de, comme les humains, en fait, on passe notre temps à prédire le futur proche et lointain. On utilise des vidéos. Donc là, on joue des vidéos à l'IA et on s'arrête tout d'un coup et on demande à l'IA de prédire les prochaines images. Donc quelques millisecondes, on ne peut pas encore faire très loin de la vidéo. Donc là, quand le cadre devient rouge, ce sont des images qui sont prédites par l'IA. Donc ça marche encore, ça commence à fonctionner. On voit qu'elle arrive à prévoir que la personne continue à se pencher, que la flamme va s'incliner. Mais ça devient flou. Quand ça devient flou, c'est-à-dire que l'IA hésite Puisqu'on est dans un univers de chef d'entreprise, c'est quoi les applications possibles de ce type? Là, c'est vraiment de la recherche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'application directe de prédire les vidéos. L'application finale serait que vous avez oublié d'enregistrer la fin du film, mais on en est loin. Ouais. C'est plutôt, on a besoin de data. Dans tout ce qu'on fait, on a besoin de données d'entraînement. Et une donnée qui est facile à obtenir, c'est les films, puisqu'on suffit de s'arrêter et on considère que la suite des images correspond à ce qu'il faut essayer de prédire. Donc c'est juste une donnée qui est pas chère et disponible, c'est pour ça qu'on utilise ça. D'accord. Mais le but général, c'est de savoir prédire le futur, et là les applications sont évidemment absolument universelles. On utilise toujours des domaines des mondes un peu artificiels comme ça, pour faire la recherche, et une fois que ça fonctionne, d'autres gens en général vont, d'ailleurs des entrepreneurs, on en parlera, mais vont avoir l'idée d'appliquer ça à leur propre problème. Et pour finir, la planification, donc ce qui est par exemple dans toutes les voitures autonomes, ça coûterait très très cher de prendre une voiture qui ne sait rien faire au début et la faire foncer dans le mur 30 fois avant qu'elle comprenne que quand il y a un mur, il faut tourner pour l'éviter. Donc en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est d'utiliser des jeux vidéo. Là, on travaille énormément sur le jeu StarCraft. Je ne sais pas s'il y a des amateurs dans la salle. On a un agent qui au début se fait tuer au bout de 2 secondes et qui petit à petit comprend qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est une opportunité, comment il peut planifier d'aller ouvrir une mine pour trouver des minerais, pour fabriquer des armes, pour se défendre, pour attaquer. Et donc ces agents jouent des millions de parties chaque heure et petit à petit arrivent à développer des stratégies de plus en plus complexes. Donc c'est le genre, encore une fois, d'artefacts qu'on utilise pour avoir des données d'entraînement. Je vais l'arrêter là sur l'état de l'art, mais ça vous donne un ordre de vue de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Sur les 4 grands domaines que vous venez de citer, là encore, en raisonnant chef d'entreprise, quelles sont les grandes opportunités qui pourraient s'offrir à des chefs d'entreprise pour se lancer dans cet univers? Pour vous, en grande ligne, hein, bien évidemment, sans donner les business plans dès à présent. En fait, je ne sais pas exactement quoi, mais je sais qu'on est à peu près à l'équivalent de 97 pour le développement d'Internet. Donc si vous étiez là en 97 et qu'aujourd'hui vous regrettez en disant j'aurais dû faire Netflix, j'aurais dû faire Amazon, pourquoi j'ai pas vu ça, j'ai raté le train, vous avez une seconde chance de le prendre maintenant, puisqu'on est à peu près au même stade. Donc au niveau technique, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais on ne sait pas encore, on sait que ça va révolutionner les entreprises, la société, l'économie, ça va prendre 20 ans, et on ne sait pas exactement comment. Donc les opportunités sont à saisir, les Netflix et les Amazon sont à saisir vraiment maintenant. Il y a un risque pour Facebook, pour parler de 97, c'est l'émergence de Facebook. Est-ce qu'il y a un risque de disparition, ou en tout cas d'obsolescence pour cet acteur? 97, Zuckerberg avait 13 ans, il était certes, en 5e, mais oui, c'était le début de l'Internet. Oui. Tout produit est appelé à mourir. Okay. On peut retarder la mort de son produit, l'obsolescence. Je parle du modèle aujourd'hui de Facebook et du service rendu. Comme tout le reste. Voilà. Donc la question n'est pas on peut prolonger ça, on ne peut pas dire ça va continuer éternellement. Donc la question en tant qu'entreprise, dont Facebook, c'est est-ce qu'on peut être nous-mêmes les créateurs et les propriétaires des produits qui vont le remplacer. Donc par exemple, Facebook Messenger, comme tout ce qui est dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée, est-ce qu'on peut, ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui, c'est ces nouveaux produits qui sont rendus possibles par l'intelligence artificielle. Alors, le principe également, c'est que chacune des séquences, là, vous puissiez interagir, peut-être chaque fois brièvement, donc 1 ou 2 questions par séquence, qui à la fin de la journée permettra presque à chacun de vous d'intervenir. Est-ce que quelqu'un, un peu brutalement peut-être, mais souhaite à ce stade poser une question ou faire part d'une expérience ou solliciter notre intervenant 1 fois, 2 fois? Pas de chance, vous aurez bien sûr
des opportunités. Grégoire. Oui, alors qu'est-ce qui me... Ce qui est assez étonnant d'abord, c'est de voir que les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, les modèles, ont tous été inventés par Yann et quelques autres dans les années 80. Et que rien, tout ce qu'ils avaient prédit, finalement, qui ne marchait pas avant par manque de données et manque de puissance de calcul, c'est réalisé. Et fonctionne exactement comme il espérait que ça allait marcher. Donc ça, c'est assez étonnant de voir au quotidien, un peu comme certaines prévisions d'Einstein sont vérifiées 80 ans plus tard, de voir ça au quotidien. Ensuite, une autre chose qui nous frappe, c'est la déconnexion qu'il y a entre l'état de l'art réel de l'IA. On sait faire des choses très impressionnantes, mais ça reste très limité, ça reste très bête. Il nous faut des millions de photos de chiens avant de comprendre que c'est un chien. Et une certaine perception du public qui est on a Terminator dans 2 ans, on va disparaître, c'est très intelligent, on perd le contrôle. Alors il y a une déconnexion assez folle entre cette perception du public qui tend à surestimer, ou en tout cas surinterpréter les résultats qu'on obtient avec l'IA et à prêter des intentions aux IA, à prêter des pouvoirs qu'on est absolument très 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 loin de savoir fabriquer. Merci. Question peut-être, puisque... Allez-y, allez-y. Oui, absolument. En fait, au lieu de parler de Terminator et de ce genre de choses, on ferait mieux de parler de comment gérer les conséquences que ça va avoir très rapidement sur l'économie, sur l'emploi. On devrait parler de ça, on devrait parler d'autres choses comme les problèmes d'éthique, par exemple l'explicabilité de l'IA, les biais qu'on a dans les modèles. Si vous entraînez une IA avec des datas qui sont racistes, votre IA va devenir raciste. Et donc on va reproduire les problèmes d'avant, au lieu d'améliorer la situation. On ferait mieux de parler de ça tout de suite, plutôt que de fantasmes qui sont directement en provenance d'Hollywood. Autre intervention ? Monsieur ? Vous avez parlé du potentiel de l'apprentissage profond, et ce qui est des limites, est-ce que vous commencez à avoir les limites de l'apprentissage profond, et jusqu'à un moment, on ne va pas être influencé par quelque chose si on veut vraiment aller plus loin, et sur quelque chose que vous avez déjà une idée de... Alors, est-ce qu'on voit les limites de l'apprentissage profond, enfin de l'apprentissage supervisé profond? Absolument, d'ailleurs j'avais même pas vu que j'avais ce truc. Vous avez oublié ça. J'avais oublié, bah là ça répond à c'est ce thème. Merci Georges. On connaît les limites. Aujourd'hui, ce qui marche, ce sont des tâches pour lesquelles on a des millions de données d'entraînement, donc des millions d'exemples, et l'espace de sortie, l'espace de prédiction est de petite dimension. Donc par exemple, jouer aux échecs, même jouer au Go, à chaque coup de la partie, vous avez le choix entre 100, 200 possibilités. C'est très petit. Dans une vie d'humain, à chaque seconde, vous avez le choix entre des millions de... C'est un monde continu avec de très hautes dimensions. La troisième différence, c'est qu'on sait faire... Quand vous jouez au Go, vous avez très vite, au bout de 200, 300 coups, vous avez le résultat, le reward, vous avez gagné, vous avez perdu. Dans toutes les tâches, quand on dit c'est un chien sur cette photo, on peut dire au modèle vrai ou faux. Donc il y a un reward très rapide. Mais donc si vous avez une tâche où vous avez des millions d'exemples d'entraînement, un domaine de sortie assez petit et un reward clair et à court terme, l'IA actuelle va marcher très bien. Si vous êtes en dehors de ces contraintes, ça ne marchera pas du tout. Et c'est pour ça qu'on est très très loin de faire du sens commun, de la culture générale,
des robots qui ont leur propre intention, des choses comme ça. Parce que ces problèmes-là ne correspondent pas aux trois contraintes que j'ai citées. Donc ensuite, une partie de la recherche fondamentale aujourd'hui, qui intéresse d'ailleurs beaucoup Yann Lequin, c'est quel type d'apprentissage va permettre de se rapprocher de ce que fait un enfant. Donc un enfant, ça apprend de manière non supervisée en général. 95% du temps éveillé d'un enfant, il est où elle est toute seule. C'est en explorant le monde par elle-même, en étant actif, qu'un enfant apprend. Et un enfant a besoin de voir 2 ou 3 chiens avant de reconnaître tous les chiens. Pas 1 million comme nos modèles. Donc on sait que notre apprentissage ne fonctionne pas comme l'apprentissage humain. Et on pense que pour faire les vraies IA très intelligentes qu'on voit dans les films, on a besoin d'avoir un apprentissage qui ressemble plus à celui d'un humain. Ensuite, comment faire cet apprentissage non supervisé? Quand est-ce que ça va arriver? On n'a absolument aucune idée. C'est un territoire absolument sombre. Voilà. Donc je n'ai pas de réponse à la seconde question. Monsieur? Aujourd'hui, il y a une domination quasi absolue des États-Unis, au moins sur le monde occidental. La Chine est juste derrière la porte et a annoncé vouloir être le premier en 2030. À votre avis, quelle est la place de la France et de l'Europe maintenant? Alors, on a des atouts extraordinaires en France. On a parmi les meilleurs talents dans le domaine, grâce à on aime les maths, on a un bon système éducatif pour les choses assez fondamentales comme ça. Et on est très présent dans le monde. Je pense qu'on a une opportunité extraordinaire de saisir cette opportunité pour un peu éviter, dans le logiciel, la France est presque inexistante. Je pense qu'avec l'IA, il faut le voir comme une opportunité de sortir un peu de ça. Je crois qu'il faut voir les choses à long terme. Oui, la plupart des entreprises sont américaines aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français qui vont sortir de ces entreprises, qui vont revenir en France avec une très bonne formation, avec de l'argent, avec des idées, et qui vont essaimer ici ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont ramené. Donc je pense qu'il faut voir les choses à long terme. Voilà, merci. On va continuer la discussion avec Cédric Villani, qu'on applaudit fort. Cédric, ça va? Ça va. Ravi de te voir. Okay. Donc, désolé pour le retard. Des fois, quand on a plein de rendez-vous dans la journée, il y a un petit bug ici ou là, c'est normal, malheureusement. Mais justement, on a donc créé une épreuve pour toi un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'il n'a pas assisté au début de l'entretien, et on va voir si, grâce au cerveau enrichi qui est le sien, il va pouvoir reconstituer le passé auquel il n'a pas assisté. Donc, que s'est-il passé depuis une demi-heure dans cette enceinte, Cédric Villani? Vous avez introduit les espoirs et les dangers de l'intelligence artificielle, et ça vient avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de débats. Ça fait parler tout le monde. Vous avez peut-être vu aujourd'hui dans les Échos, grand portrait de Laurent Alexandre avec des phrases très fortes sur le fait que nous étions en train de perdre la bataille de l'intelligence artificielle. Et votre avis là-dessus? Et moi, je pense qu'on a besoin de voix provocatrices comme celle de Laurent Alexandre, mais j'espère bien qu'on va gagner la bataille. Ça prendra du temps et ça sera dur. Quand on parle de nous, c'est la France, c'est l'Europe? C'est la France et c'est l'Europe. L'Europe sans la France sur ce sujet ne pourrait pas se débrouiller, mais la France toute seule n'a aucune chance non plus. C'est vraiment les deux liés. Alors, vous avez organisé il y a une dizaine de jours à la Maison de la Chimie un événement sur l'intelligence artificielle. 6 mois après la remise du rapport France-IA, qui a adressé un premier tableau de l'intelligence artificielle, justement, avec ces éléments dont vous faites part au gouvernement. Le gouvernement là, vous a chargé d'une mission sur l'intelligence artificielle et un rapport qui va être remis à la fin de l'année. Fin d'année, c'est très proche, même si ça allait très très vite. Plutôt fin janvier que... Fin janvier. C'est quoi la différence entre les deux rapports? En quoi votre rapport va aller plus loin, et plus précis et plus pertinent, j'imagine? Plus pertinent, je ne me permettrai pas de le dire, mais France-IA a été comme une sorte de réveil. C'est le moment où le politique s'est rendu compte, et ça a été exprimé avec rapport et tout ce qu'il faut, que c'était un enjeu, c'était un enjeu majeur, et que la France avait certains atouts qu'il s'agissait de valoriser dans cet enjeu. Maintenant, le rapport que je suis chargé de coordonner, disons qu'il s'agit de la
déclinaison opérationnelle. Qu'est-ce qu'on fait précisément avec un temps de plus sur la réflexion et avec la possibilité aussi d'incorporer beaucoup plus de retours des différents secteurs. Les rapports fleurissent ces temps-ci. Dans les tout derniers temps, j'en ai vu passer un très détaillé sur la voiture automatique, j'en ai vu passer sur le droit et l'IA, j'en ai vu passer sur les questions éthiques, j'en ai vu passer sur les questions de stratégie internationale par rapport à ça. L'Angleterre a été le pays européen le plus avancé en la matière pour la réflexion. L'Allemagne s'y est lancée, la France maintenant se met dans la boucle. Et maintenant vient le moment où on peut être plus précis, plus concret dans la mise en œuvre. Alors justement, on a des atouts, comment les transformer et quels sont les domaines dans lesquels la France, on va dire l'Europe, pour bien sûr être plus large et même plus précis, et quels sont les domaines dans lesquels nous avons des atouts réels dans les 5 à 10 années à venir? Premier sujet majeur, évidemment, ce sont les ressources humaines. Et le haut niveau de formation ici ou là, le haut niveau de recherche en Europe va être très important, avec cependant une question majeure qui est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite trop importante de ces talents. Les ressources humaines, c'est la capacité à identifier et à faire travailler sur ces sujets-là un nombre important de chercheurs. À identifier, à en former dès le départ. Nous ne formons pas assez d'ingénieurs par rapport aux besoins, pas assez de statisticiens, pas assez de data scientists. C'est un terme assez vague qui recouvre en fait plusieurs compétences différentes. Et nous manquons aussi d'entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Quand on parle de fuite des cerveaux, souvent on présente les choses en disant « trouver les façons de faire rester » les chercheurs en France, mais ça c'est une façon trop réductrice et trop simpliste. C'est un sujet sur lequel on a envie au contraire que nos chercheurs se frottent à l'international, aillent dans les plus grands centres de recherche et après. Et que ce qui compte, l'important c'est de garantir une certaine porosité, une connexion, le fait que des gens aillent, viennent, reviennent, puissent à l'occasion cumuler. Vous voyez Yann Lequin qui est sans conteste le spécialiste français le plus visible en intelligence artificielle parmi les théoriciens de l'IA. Lui, il a un vrai parcours international et il a passé une partie de sa carrière au Canada, aux États-Unis. Il a un poste à New York University en même temps qu'il a fondé le laboratoire de Facebook à Paris. Et il se retrouve comme ça à osciller entre plusieurs continents et entre plusieurs mondes. Et c'est très enrichissant. Ça, ce sera un premier point. Après, il y aura des questions, un bon nombre de questions. Et il faudra s'interdire aucun levier. Des questions législatives, des questions réglementaires, des questions administratives, des questions de grands programmes. Comment se fait-il qu'on n'ait pas encore d'organes où se discutent les questions éthiques relatives à l'algorithmique? Alors, on a déjà, de par le monde, un certain nombre d'exemples de mauvais cas d'usage, de cas d'usage non éthiques ou de cas d'usage avec des erreurs qui sont dommageables. Comment se fait-il qu'on n'ait pas en Europe les mêmes outils légaux qu'utilise l'Amérique, par exemple, pour protéger son écosystème, avec des actes célèbres tels que Buy American Act ou Small Business Act. Pas d'arsenal, donc, pour protéger nos petites pousses qui veulent grimper, pas d'arsenal pour favoriser nos meilleurs acteurs pour les marchés publics. Comment se fait-il qu'on ne soit toujours pas arrivé à se mettre d'accord dans les textes sur la République numérique, sur la possibilité d'utiliser les articles de recherche pour faire de la fouille de données à vue de recherche, avec une bataille qui n'a pas de sens entre d'un côté le monde de la culture globalement arc-bouté sur les questions de droit d'auteur et de copyright, mais sur des sujets qui ne sont pas ceux qui intéressent les chercheurs qui veulent absolument avoir suffisamment de données et de textes à fouiller. Donc il y a tout un ensemble de choses comme ça sur lesquelles il va falloir jouer. Alors, puisqu'on est face à des chefs d'entreprise, pour la plupart, en tout cas des gens qui sont dans l'univers de l'économie, quels sont les grands secteurs sur lesquels l'IA est déjà très en avance? Est-ce que dans les transports, dans la santé, dans la robotique? Et quels sont les domaines sur lesquels on est encore un peu en retard et qui vont se développer plus tard? Tous les domaines vont être affectés. Je
dis bien tous, mais effectivement avec des degrés variables. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans la partie géopolitique, une partition de l'Europe sur l'ensemble, ça va être de jouer la carte d'une IA éthique et respectueuse des libertés individuelles. La nouvelle régulation qui va entrer en œuvre sur la protection des données est emblématique à cet égard. Et également d'une IA qui va venir s'appuyer sur les secteurs, sur l'industrie en particulier. Sur la question des données personnelles, la messe est dite pour l'instant. Les géants américains ont capitalisé tellement en termes de données personnelles qu'on ne voit pas comment, à travers des grandes plateformes comme Google, comme Facebook et les autres, un rattrapage va être à un horizon fort lointain. Mais sur les données pro, sur les données métiers, sur les données secteurs, là en revanche, il y a des gisements qui par nature restent à l'intérieur des entreprises et sur lesquels il convient d'agir avec détermination, sans naïveté. J'ai rencontré un chef d'entreprise il n'y a pas longtemps, et c'était un secteur très particulier, mais c'est emblématique. Et il me disait, moi, mon entreprise, elle répare des éoliennes, c'est tout un marché, on répare des éoliennes dans le monde entier. C'est très important d'avoir les bons algorithmes qui identifient quand est-ce qu'il y a une panne ou pas, et ça s'entraîne avec des méthodes d'IA statistiques pour lesquelles il faut avoir des bases de données d'éoliennes qui sont en panne selon divers problèmes. Et évidemment, ces bases de données, elles sont dans mon entreprise, c'est ça qu'il disait. Pareil, quand l'IA va vouloir aller sur le domaine de la santé de façon forte, il va falloir des banques d'images médicales qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les endroits spécialisés et qui sont pas, qui en Europe sont restés en Europe bien sûr. Donc il va falloir s'appuyer là-dessus. Pour la santé, on va dire aussi que l'Europe en général et la France en particulier ont l'avantage d'avoir des systèmes de santé avec une très forte composante publique et avec une très forte centralisation et avec des processus bien en place. La base de données, la SNIRAM, la base de données administrative d'actes de la sécurité sociale, c'est la plus grande base de santé du monde. Elle n'a pas été conçue pour être exploitée par une IA statistique, mais elle peut l'être, bien sûr, et elle peut l'être. C'est du sport, hein, c'est un peu du sport. Ouais. Mais c'est important, ce genre de grande base de données. Pour un industriel qui se dit « je veux faire de l'IA en santé », le marché français est beaucoup plus facile à aborder que le marché allemand. Parce que le marché allemand est éclaté entre les différents acteurs, entre les différents lenders, tandis que le marché allemand est unifié. Voilà, marché français est unifié. Donc santé, c'est une direction fascinante et qui se développe beaucoup. Et sur lequel il y a des pépites aussi. Il y a quelque temps, il y avait un concours mondial sur la reconnaissance de mélanome à partir d'images. C'est le genre de concours où c'est seulement l'algorithme qui compte. Et donc, on vous donne des bases, le même jeu de données pour tout le monde et on voit lesquels sont les plus efficaces. C'est la même chose que pour les chiens, c'est le même principe, les mélanomes, enfin comme oui, assez c'est le micro bleu. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Et sur ce point, c'est une start-up française qui a remporté le premier prix mondial. Intéressant de voir aussi que pour ce qui est de l'algorithmique, on a les compétences qu'il faut. Les jeunes, ils étaient dans l'écosystème INRIA, qui est l'un des acteurs majeurs au plan mondial pour la recherche sur ce sujet. Intéressant aussi de voir que personne ne l'a commenté dans les médias français, sauf un journal local. Et ici, il y a quelque chose qui est important, c'est la question de marketing. Les grands acteurs nord-américains sont très forts, certes, mais ils ont aussi une puissance de marketing et de promotion considérable que nous n'avons pas et que nous devons apprendre. Apprendre à être fiers de notre affaire, apprendre à aussi mettre en valeur nos atouts. Et sur la question de la relation client, puisque vous avez démarré là-dessus il y a déjà une dizaine d'années, c'est quoi les évolutions à venir? C'est un domaine qui va être impacté, ou qui est déjà impacté? Déjà très impacté, le domaine va être très impacté. Le domaine attend avec beaucoup, on sent une grande inquiétude dans le domaine de la relation client. Quand on a reçu en audition les représentants de ce domaine, ils ont décrit l'ensemble du domaine comme tétanisé par la possible arrivée des chatbots multiples. Il y a là, il faut voir que... Mais est-ce qu'aujourd'hui déjà, un centre d'appel est déjà à la limite de ses capacités de relation client par rapport à des éléments d'intelligence artificielle qui vont dépasser très facilement, très vite, si j'ai bien compris, les capacités d'un centre d'appel d'un humain classique?
Oui, on peut prévoir qu'au moins dans un premier temps, ce qu'essaieront de mettre en place les centres d'appel, c'est un chatbot qui gère le tout venant ou les questions simples et qui passe le relais à un humain si la question est plus subtile, s'il faut vraiment aller dans le personnalisé. Un humain qui d'ailleurs pourra aussi, si c'est bien fait, utiliser des éléments d'analyse et de contexte qui seront préparés en amont par l'IA pour lui faciliter la tâche, une aide à la décision. Effectivement, la discussion sur le chatbot, elle nous montre bien aussi ce qu'il faut garder en tête sur la question des emplois et de la possible impact. Bon, la grande question qui agite tous les colloques d'IA en rapport avec le business, c'est est-ce que ça va être une grande destruction d'emplois ou est-ce que ça va être un boom? Et on voit les économistes qui vraiment prédisent tout. Votre, peut-être pas avis, ou au moins sentiment ou intuition? Moi, j'ai l'intuition que ça va être un impact très important dans les pratiques, mais au niveau de la masse d'emplois, pas si important que ça. Les premières activités impactées, ce sont lesquelles pour vous? Les questions de relations clients vont être impactées fortement, c'est vrai. Tout ce qui est dans les secteurs hyper compétitifs comme le monde de la finance, les choses comme ça, qui ont déjà subi la révolution numérique de plein fouet, ça a été très très violent envers le monde de la finance par rapport à quel modèle utiliser. Ça va venir aussi de façon importante. Les questions de, comment on dit, objets connectés, robotiques, alors, toutes sortes d'usages, ça va venir se mettre en place avec un certain bazar, certainement. Un gros bazar même. Dans les transports, vous le citiez tout à l'heure, on attend qu'il y ait des révolutions importantes, mais ça ne vient pas aussi vite. Ça ne vient pas aussi vite que ça. Et avoir une voiture autonome avec un vrai bon niveau de sécurité, ça va prendre encore bien du temps. Les acteurs européens, pour la recherche en secteur... On a vu le lancement là, très récemment d'un taxi autonome. Oui, les acteurs européens tiennent bien la barre pour l'instant. Il y a certains problèmes fondamentaux qui ne sont pas encore résolus et pour lesquels il y a des possibilités de différenciation. Le plus notable peut-être, et que j'ai appris avec surprise en plongeant dans le domaine et en écoutant les experts, c'est la problématique de l'insertion. Une voiture autonome qui vient s'insérer sur la voie de l'autoroute, c'est très très dur à programmer. Les gens se sont rendus compte. Souvent, développer l'IA, c'est une façon de se rendre compte des mécanismes humains. D'ailleurs, c'était le rêve des pionniers de l'époque, comprendre l'intelligence humaine en essayant de la programmer. Et là, on s'est rendu compte que l'insertion, c'est un problème très délicat dans lequel il y a une négociation au sens entre acteurs des gens. Laisse-moi passer, non, c'est moi, oui, c'est moi. Pas forcément sur un mode agressif, mais implicitement. Et que entre humains, les humains ont appris à négocier. Les machines, on peut les programmer pour négocier. Mais quand vous avez un mélange d'humains et de machines, c'est très délicat. Je pense qu'il y a un autre problème de ça, c'est que la plupart ont été conçus à Palo Alto. Les premières voitures autonomes. Et à Palo Alto, vous n'avez pas besoin de forcer. Tout est clair. Tout est organisé, il y a des feux partout, tout le monde respecte tout. Donc ensuite, quand ils arrivent au rond-point de l'Étoile, ils ont des problèmes. Et ils ne sont pas allés au Caire encore, ou à Téhéran. Ou à Téhéran. Où là, on est encore dans une autre problématique. On a des mesures protectionnistes dans les usages. Est-ce que vous-même, vous répondez à vos mails ou vous avez une machine qui répond moi, pour vous? Ça fait 15 ans que je fais les chatbots, donc je suis bien placé pour savoir que ça ne marche pas. Ou en tout cas, pas aussi bien qu'on le vend. En termes de service client, les premiers emplois qui seront impactés par les chatbots, par exemple, ne sont pas ceux qui sont en France. Ça fait longtemps qu'ils ont été externalisés à l'autre bout du monde. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème pour ces pays, mais ce n'est pas un problème pour nous. Au contraire, les chatbots vont plus aider les conseillers humains à être efficaces, donc une sorte d'homme bionique qui va pouvoir gérer 10 conversations au lieu d'une, en étant beaucoup plus pertinent et rapide et intelligent grâce à l'IA. Et donc, ça permettra plutôt de ramener dans l'entreprise ces services de relations clients pour le plus grand bénéfice de l'emploi local et du client, de l'utilisateur final, qui aujourd'hui n'est pas content du service qu'il a. Donc, je suis plutôt optimiste sur l'impact que ça aura. C'est vrai que Villani, vous avez une entreprise à créer demain. C'est laquelle? Je vais vous dire, une entreprise de formation des PME à l'IA. Parce que les besoins de formation sont énormes, gigantesques, tout le monde est d'accord, mais qui va former? Qui va former, ça c'est le truc. Pour l'instant, et il y a un vrai enjeu à mettre les bonnes compétences partout où elles se trouvent, et en particulier pour accompagner les PME. Pour l'instant,
les grands acteurs américains ont joué très bien leur partition avec disons qu'il y a un mélange de générosité et d'intérêt bien compris. Quand on forme les gens aussi, c'est une façon de les habituer à ses propres outils. Et pour l'instant, la puissance publique s'est très mal débrouillée sur la question de la formation des petites entreprises, des entreprises plus grandes. Il y a un vrai enjeu. La question de la mise en œuvre, finalement. Mise en œuvre, alors, dans notre rapport, ça sera une vraie préoccupation. Et sur tous les sujets, comment aller du point A au point B, je veux dire. Comment passer de l'état actuel à un état dans lequel la compétence IA sera dans les ministères, sera dans les administrations, sera dans les entreprises, sera pas étouffée par le reste, par les questions de conservatisme et ainsi de suite. Pour l'instant, quand vous faites le tour des administrations, des ministères, vous voyez qu'il y a un secteur qui est beaucoup plus au courant de ce sujet que les autres, à part le ministère du numérique, bien sûr. Un secteur qui est très sensible à ces enjeux, c'est la défense. Et parce que c'est une question vitale, on va dire, pour eux, au sens où si jamais il y a des affrontements ou des questions qui se passent avec des IA, des robots, des drones qui et tout ça, même si vous êtes pacifiste dans l'âme, il faut être sûr de ne pas avoir une technologie qui soit dépassée par rapport à celle des autres grands ensembles. Il y a sur ce sujet, j'en profite pour mentionner que on voit les acteurs scientifiques, les ingénieurs, les experts commencer à sortir du bois et prendre des positions politiques sur différents sujets par rapport à l'IA, et en particulier pour avertir sur les dangers possibles. Sur le côté emploi-société, un ouvrage qui a été un peu une grande gifle dans le domaine est celui de Cathy O'Neill, mathématicienne puis quante américaine, qui s'appelait Weapons of Math Destruction, disant attention, l'IA mal utilisée, ça peut faire des ravages, et voici plein d'exemples observés dans la réalité. Sur la question de la défense, il y a une grosse initiative en ce moment coordonnée par Stuart Russell, qui est l'un des experts les plus reconnus en IA, pour des moratoires internationaux sur les drones et l'IA. Il vient de sortir un clip imaginant une possible dystopie, un futur noir par rapport à ça, qui a été conçu vraiment pour vous impressionner, pour vous faire peur, mais qui repose sur des technologies réalistes. Alors, avant de terminer cette séquence sur la question des dangers, des risques qu'on a identifiés, que Grégoire Sainty a listé pour un grand nombre d'entre eux tout à l'heure dans son intervention, peut-être quelques interventions, 2 ou 3 de la salle. Monsieur, allez-y le temps que la régie identifie que c'est le micro blanc. Nous mettons sur le marché des logiciels de gestion qui intègrent de l'intelligence artificielle. Et contrairement à ce que vous avez pu dire, pour nous, Laurent Alexandre est une catastrophe. Nous arrivons chez nos clients et nous sommes obligés de les rassurer d'abord sur ce qui a été dit. Et pour nous, c'est tout le contraire du marketing dont vous avez fait la promotion. Et nous souhaiterions pouvoir vous en parler dans votre commission, car pour nous, c'est un vrai frein à la vente aujourd'hui en France. Ce genre d'anti-promotion va à l'encontre de la construction d'une nouvelle industrie. Merci de votre intervention. On prend 2 ou 3 interventions. Merci beaucoup. Mettez bien le micro en face. Voilà. Merci pour la concision de votre intervention. Bonjour Cédric. Olivier Zrati. Est-ce qu'il y a de la place pour un projet qu'on pourrait appeler un moonshot dans le domaine de l'IA, soit public-privé, soit public, soit privé, qui justement compenserait un peu le côté anxiogène qu'on a autour de l'IA aujourd'hui, qui permettrait de mobiliser les énergies et de voir loin, de voir grand. La référence Moonshot, c'est JFK en 62 sur Apollo, quoi. Merci. Bonjour, Daniel Maniscalco de Sources Originelles. La question que je souhaitais vous poser, c'était sur l'éthique, l'IA et la formation. Comment former de manière initiale et continue les développeurs informatiques au risque algorithmique? Ok, bon, peut-être ces 3 points. Laurent Alexandre, une catastrophe.
Allez, je vais m'y coller, puis après, peut-être tu vas te coller aussi après. Bon, Ah oui, parce que c'est vous qui avez lancé le sujet. il est vrai que le discours de ce cher Laurent, pour certaines personnes, peut être anxiogène. Mais pour d'autres, il fait le réveil. En tout cas, j'ai pu le voir, pour certains responsables politiques, se prendre une claque en lisant un article de Laurent ou en se faisant interpeller ou se faisant interpeller par lui et s'y mettre. Mais là, on n'est pas la question de prise de conscience, on est sur la question typiquement de déploiement de certaines activités. Il y a effectivement toute une gamme d'acteurs dans la société. Et par rapport à l'IA, certains qui se disent « Oula, j'aimerais bien y aller, mais qu'est-ce que c'est ?» Et d'autres qui se disent « Ouais, encore un truc, une mode qui va venir, qui va passer, c'est pas la peine de bouger. » Et c'est dur d'avoir un discours qui convienne à tous à la fois. Ce qui est important, en tout cas, c'est d'arriver vers, à la fin, une vraie information des uns et des autres. Et que ce soit l'émotion du catastrophisme ou l'émotion du mystère, de la curiosité, il faut qu'ensuite on dépasse ces stades pour avoir une vision assez claire de ce qui est possible. Je vais parler d'un autre sujet. Il y a quelques années, on parlait beaucoup dans le monde de l'éducation des MOOC. Pas encore, mais beaucoup moins. Et on avait tous les discours, effectivement. Les discours de ceux qui disaient ça va être une révolution et le monde entier va être éduqué, on va réussir comme ça à résoudre tous les problèmes d'éducation de l'Afrique et ça va être un progrès phénoménal. À ceux qui disaient ça va être une catastrophe pour les universités, elles vont toutes faire faillite, il n'y aura plus que 10 universités dans le monde et tout ça. Et entre ces visions de rêve et ces visions d'horreur, on a pu faire notre chemin petit à petit, on a essayé, on s'est renseigné, on a vu que finalement ce n'était pas du tout un impact énorme. Je fais partie de la minorité qui a vraiment joué le jeu jusqu'au bout, qui a fait un MOOC délicat en plus parce que vraiment international, en coproduction avec un collègue de Dakar. On tournait lui à Dakar, moi à Paris, c'était monté à Paris, c'était enrichi à Nice, c'était coordonné à Lyon, qui sait quoi, enfin vraiment en utilisant les potentialités de l'affaire. Et on a vu que c'était ni l'un ni l'autre de ces visions qu'on nous avait servi, mais qu'il y avait plein de choses intéressantes et belles qu'on découvrait aussi. J'ai découvert que le plus grand plaisir du MOOC, en fait, c'est de pouvoir dialoguer sur forum avec les élèves en marge des cours. J'ai découvert que de tous les cours que j'ai faits, c'est celui qui a été corrigé le plus vite, parce que la masse est toujours efficace à trouver les erreurs, si petites soient-elles. J'ai vu aussi que c'était compliqué, difficile. Bon, et c'était une réflexion bien plus aboutie. Et c'est là aussi qu'il faut aller. Pour l'instant, pour beaucoup de citoyens, le discours sur l'intelligence artificielle, c'est des grands mythes, des fantasmes, dont certains du style Terminator, ou du style Her, ou du style Matrix. Et l'enjeu, c'est après d'arriver à trouver, et dans chaque secteur, où sont les vrais enjeux, où sont les vrais défis qu'on va pouvoir se lancer. Alors là, ça mène à la deuxième question sur les moonshots. Quel grand défi ? Assez rapidement, parce que... Voilà, les défis, c'est très important. On a en tête qu'il en faut ici et là. On n'a pas identifié de grands sujets. L'intelligence artificielle toute seule ne va pas vaincre le cancer, mais ça peut significativement améliorer ou des choses comme ça. Un certain nombre de défis ici et là, ça pourrait être intéressant. Il y en a un que j'aimerais bien, par exemple, c'est un truc du genre les 24 heures du Mans en voiture autonome, en genre démonstrateur. Et là, ça fait une sorte de concours d'innovation. Ça permet aussi de revisiter de l'ancien, de jouer sur des actions culturelles qui sont bien implantées en Europe. Et puis un côté un peu ludique aussi. Sur les dangers de la programmation, ou les risques, ou en tout cas les garde-fous, la question de monsieur. Éthique de la programmation. Éthique de la programmation, ouais. D'abord, ça va être très important dans la formation des futurs programmeurs, mais aussi, pas seulement éthique au sens bien mal, au sens de quelles sont les bonnes pratiques. Attention, les données personnelles, on les range en endroit qui est bien sécurisé. Attention, on fait gaffe à quels sont les niveaux quels sont les droits des uns et des autres en accès. Ça va venir aussi avec la sécurité. Il n'y a pas longtemps, je voyais
une harangue du Chief Technology Officer de Amazon s'adressant à des jeunes entrepreneurs et leur disant la sécurité doit être une obsession pour vous depuis le premier jour de votre start-up, depuis le début que vous lancez votre programme et même quand c'est encore à l'étape abstraite, il faut que vous réfléchissiez à la sécurité et n'écoutez surtout pas les collègues qui vous diront tu es parano, personne ne veut nous piéger, on n'est pas un intérêt stratégique. Non, non, tout le monde peut se faire piéger, rien n'est sûr et il faut avancer là-dedans avec sans naïveté. Donc une responsabilisation, ça va être très important. Et puis il n'y a pas que de la programmation. Par exemple, il y aura de nouveaux métiers qui seront certification de base de données. Vérifier qu'une base de données est sans biais. Essayer de détecter si une base de données a pu être truquée avec des insertions malveillantes par un concurrent, par un terroriste ou par qui sait quoi. Il y aura une question d'intégration de l'ensemble. Et les gens, ils vous disent aussi, souvent là-dedans, il faut bien poser les problèmes avant et le plus possible raisonner systémique, architecture, grand principe, le plus en amont possible. Après, il y a des pages, des bidouilles à faire, etc., bien sûr, mais il ne faut pas que le patch et la bidouille soient l'essentiel de l'action. Alors, pour conclure, peut-être quel est pour vous le plus grand bouleversement à venir, dans les 5 ans à venir? Qu'est-ce qui va le plus changer avec l'IA? En tendance, hein, je ne demande pas quelque chose de... Ça, je prends note. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Chaque verticale, chaque secteur peut être pensé différemment avec l'outil qu'amène l'IA, avec l'opportunité que ça amène. On peut prendre presque n'importe quel process métier, je pense, et le repenser. À partir du moment où on a des données, une fonction d'objectif qu'on peut écrire, ça veut dire que l'IA peut faire quelque chose. Les grands acteurs sont mauvais pour saisir ces changements. Quand on est passé des magasins physiques à Internet, c'est toute une nouvelle génération d'entreprises qui a pris la main. Ensuite, on est passé au mobile. Et maintenant, on passe dans un nouveau paradigme. Et à nouveau, le jeu de cartes est redistribué. Sur la question de l'emploi, quel est votre avis? Puisqu'on a demandé... Je pense aussi que ça va modifier le type d'emploi, la nature du travail, mais pour un résultat bénéfique à la fin. Les grands risques? Est-ce qu'il y a un risque de démocratie, puisqu'il n'y a pas de parlement chez Google, par exemple, donc programmation pas facile à... Pour la démocratie, c'est un vrai enjeu. On le voit d'ailleurs, il y a eu les grands au Parlement américain, il y a eu les auditions, il y a eu les grands débats par rapport aux dernières élections. Est-ce qu'elles ont été truquées? Par qui? Comment? On voit aujourd'hui que si jamais Facebook était mal intentionné, il n'aurait aucun mal à truquer de façon massive une élection en sélectionnant les messages qu'il y a pour les uns, pour les autres. Il y a eu une expérience d'ailleurs qui a été très controversée dans laquelle c'était des membres du laboratoire de Facebook, l'expérience avec le positif, négatif. Pour certains usagers, on mettait des nouvelles plutôt optimistes, pour d'autres nouvelles plutôt pessimistes, rien qu'en changeant le classement et tout ça. Les uns et les autres n'étaient pas informés. Et on pouvait voir des évolutions significatives. Et après, des débats, bien sûr, avec des usagers disant nous ne sommes pas des rats de laboratoire, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un vrai sujet. Donc, question démocratique aussi, sur laquelle il est de bon ton de souvent de critiquer les grands acteurs américains par rapport à ça, mais honnêtement, ils sont très gentils par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Et c'est pas rassurant ce que vous dites. Non, absolument. Ils sont encore très gentils, c'est ça qu'il faut entendre? Pour l'instant, ils sont très gentils et je veux bien croire qu'ils ont conscience des problèmes. Et par exemple, c'est clair qu'à Facebook, ils se posent des questions. Quelle est la façon de faire pour éviter des risques de destruction d'image, pour pas servir des intérêts qui sont contraires à nos valeurs, et ainsi de suite. Donc sur les questions de démocratie, c'est très important. Sur la question de l'information, bien sûr, qui va avec, qui est très liée. Sur les emplois, on va voir. Alors, à la fin, la question avec les emplois, c'est toujours quelle période de transition, combien de temps ça va prendre. Je veux dire quelque chose, enfin. Vous avez dit 5 ans. Il se trouve qu'il y a 5 ans, il y a eu une révolution majeure dans l'IA au point de vue algorithmique, ou plus précisément au niveau de la mode algorithmique. C'était il y a 5 ans, en 2012, quand une équipe utilisant les techniques de Hinton, Benjo et Lequin d'apprentissage profond, comme on dit, a remporté une grande compétition par réseau de neurones, et d'un coup a réhabilité la technologie du réseau de neurones qu'on croyait voué à l'échec, et que les meilleurs experts croyaient voué à l'échec. Maintenant,
Tout le monde parle de réseau de neurones, ça rebat les cartes dans l'industrie hardware même parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes processeurs que le calcul classique. Ça a permis des avancées considérables sur certains problèmes. Et il y a 5 ans, personne, sauf le petit irréductible gaulois, pariait sur les réseaux de neurones. Donc à 5 ans, on ne peut pas vraiment faire de prédiction. Okay. Bon, je vous remercie beaucoup. Un petit mot pour conclure ou Oui. Un petit mot optimiste, un petit mot pessimiste. Optimiste. Ce sujet, j'ai confiance qu'on va réussir à l'aborder en tant que nation et en tant que société, en particulier quand je vois comment se déroule notre mission. Tout le monde veut nous aider. On reçoit sans arrêt des rapports des volontaires pour les auditions, des gens qui font leur contribution. Ici, il y en a, mais on en a des centaines et des centaines. Et vous êtes tous invités d'ailleurs à nous contacter, à nous faire part de vos recommandations, de vos propositions. Et on voit que c'est un sujet qui passionne tout le monde. C'est un des sujets qui va permettre à la société de se poser des problèmes sur quel avenir on souhaite, comment on veut faire le mariage entre éthique, technologie, société, politique. Et c'est un sujet dans lequel il y a aussi de grands mystères scientifiques qui demeurent, qui restent. Grands mystères comme pourquoi est-ce que les algorithmes actuels marchent si bien? Est-ce qu'ils vont continuer à progresser? Dans le domaine du hardware, on a vu que les trucs ont progressé. Il y avait la loi de Moore qui nous disait exponentielle et ça a continué. Mais pour les questions d'algorithmique et d'intelligence artificielle, on ne sait pas du tout. Et ça manque énormément de théorie. C'est l'un des sujets, à vrai dire, dans l'histoire de l'informatique, où pour la première fois, peut-être, on a le sens aussi aigu du décalage entre pragmatisme et théorie. Pendant longtemps, l'informatique s'est occupée de mettre en musique ou de vérifier ou de calculer sur des concepts qui avaient déjà été pensés. Mais là, on a l'impression qu'on sait calculer, mais qu'on ne comprend pas quel est le concept qui va avec. Et ça, c'est passionnant. Oui, c'est le contraire de la fusion, comme on disait, où la fusion, on connaît la théorie, mais on n'arrive pas à le faire. L'IA, c'est le contraire. Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. Donc ça, c'est intéressant. Je reviens juste pour conclure sur l'optimisme. Il y a des énormes opportunités. On a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que la recherche est complètement publique. Tout ce que fait Facebook, mais aussi les autres, est publié. Le code est open source. Et donc, pour les entreprises, il s'agit, si on comprend son problème métier, ce qu'on essaie de résoudre, les outils sont... Et qu'on a des datas, et qu'on a l'intelligence, la ruse ou la chance d'avoir des datas que les autres n'ont pas, tout le reste est disponible, en fait. Et ça, c'est nouveau. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, ça renforce l'opportunité. Merci beaucoup pour vos interventions, Alexandre Lebrun, Cédric Villani. Merci. Super. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.